Alors donc, on a parlé de management traditionnel, de management renouvelé. Là, j'aimerais aller vers des considérations peut-être plus concrètes, plus descriptives, en parlant de ce que j'appelle management comparé. On va comparer un peu comment ça fonctionne dans les institutions, les organisations, les entreprises, etc., où on continue à être traditionnel, et dans celles, par comparaison, où on est plus du côté du management que j'ai appelé renouvelé. Alors, il faut d'abord comprendre qu'il s'agit de choses systémiques, globales. J'expliquerai ça en disant que la manière de gérer le management, la gestion, l'administration, la conception de l'entreprise pyramidale ou sphérique, etc., ce n'est pas quelque chose qui est juste lié à une discipline qui s'appelle le management ou l'administration ou la gestion. C'est quelque chose qui est systémique et global dans le sens où c'est quelque chose qui relève autant d'un projet de société, d'une conception de la société, de la conception de l'économie, de la conception politique, de la conception de la nation, de la conception de la nature, de l'environnement. Tout ça contribue à faire qu'on va avoir affaire ou avoir des situations où on va appliquer un management ou un autre. Donc, il faut comprendre que comparer les deux systèmes les plus importants, qui sont le système du management qu'on appelle nippo-rhénan, c'est par référence au Japon et à l'Allemagne, ou le management de type occidentalo-anglo-saxon, de type américain, il faut comprendre qu'on a affaire là à deux univers différents de conception de société, de nature, d'environnement, de l'être humain, de l'employé, de l'économie, de la politique, de tout ce que je viens de dire. Donc, que c'est systémique. Alors, on va essayer de comprendre maintenant comment est-ce que ça marche sur le plan plus concret d'un côté et de l'autre. Il faut savoir que le management qui nous vient le plus courant, le plus dominant du modèle américain, parce que c'est aux États-Unis que la théorie managériale dominante a été dominante dans le sens où la plus répandue dans le monde, a été développée une fois que les premiers Anglais ont émigré aux États-Unis pour fonder un nouveau pays, un nouveau monde. Eh bien, ce système-là a un nom, on l'appelle le capitalisme financier. Pourquoi le capitalisme financier? Et quelles sont les parties où se pratique le capitalisme financier du monde? D'abord les États-Unis. En second lieu, le Canada, l'Angleterre, la France, la Suisse, plus ou moins le reste de l'Europe, de l'Ouest, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, bon, capitalisme financier. Et puis ce capitalisme financier, je dirais même malheureusement, il a essaimé, parce que dans une autre capsule, on va parler des tares et des dangers du capitalisme financier par rapport à l'autre capitalisme dont je vais parler tout de suite, eh bien, il a malheureusement essaimé et dominé un peu partout dans le monde en devenant le plus courant, le plus appliqué. L'autre management, l'autre conception, que j'appelle personnellement entrepreneuriale ou industrielle, c'est beaucoup plus et de façon centrale le modèle allemand, qui a été copié par les pays scandinaves, donc le Danemark, plus ou moins la Hollande, la Suède, la Norvège, la Finlande, etc., la Scandinavie. Et de l'autre côté, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, bon, ça c'est l'essentiel des pays qui ont copié le modèle allemand, qu'on appelle maintenant Nippo, qui vient de Japon, et Rhénan, qui vient du Rhin, le fleuve, le Rhin, qui parcourt l'Allemagne. Bon, alors donc, les différences entre ces deux managements, c'est que le deuxième s'appelle entrepreneurial industriel, le premier financier. Pourquoi?
Parce que dans le premier, la question principale qui domine, c'est la question how to make money. Et quand vous posez la question principale comme objectif d'une entreprise, d'une organisation, en termes de how to make money, comment faire de l'argent, immédiatement, vous faites du comptable et du financier le principal acteur de l'entreprise. Parce que c'est le point de vue financier, le point de vue monétaire qui domine. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, General Motors, Chrysler, Ford, aux États-Unis, qui ont été les pionniers dans le monde de l'automobile, Ford, avec la Ford T en 1913, avait fait une révolution. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pratiquement plus faire de voitures de qualité. Ils sont complètement dépassés par le Japon, par la Corée, bientôt peut-être par la Chine. Alors par l'Allemagne, n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que General Motors, Chrysler, Ford se sont définis comme mission how to make money et non pas how to make good cars. Ils se sont définis comme mission comment faire de l'argent et non pas comment faire des bonnes voitures. Alors ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'entreprise Ford a été obligée de rappeler des centaines de milliers, sinon des millions de modèles différents des dernières années parce qu'ils ont des défauts, malgré le fait que c'est plein de technologies japonaises dans leurs modèles. Et la PDG, parce que c'est une femme maintenant qui est PDG de Ford, a fait une déclaration dans laquelle elle a dit, l'année dernière, en 2013, elle a dit, même je pense début 2014, elle a dit le grand problème de General Motors, c'est qu'il faut changer la culture de comptabilité finance à une culture d'ingénieur, de mécanique et de production de voitures. Alors, vous voyez comme c'est grave. Si ce n'est qu'en 2013-2014 que l'entreprise américaine se pose la question de changer la culture d'une entreprise qui est faite pour faire des voitures, de la mécanique, de la changer de culture de comptabilité finance à culture d'ingénieur, c'est grave. C'est très tard, c'est beaucoup trop tard. De l'autre côté, le capitalisme qu'on appelle industriel et entrepreneurial, et là j'en profite pour ouvrir une parenthèse, nous, pays du tiers-monde, Maroc, Algérie, Tunisie, enfin peu importe, Afrique, etc., pays en voie de développement, on veut le capitalisme, mais j'ai rien contre. Mais quel capitalisme veut-on? Il y en a au moins deux. J'ai un collègue qui s'appelle Bruno Malabre, qui a écrit un livre qui s'intitule, si j'ai bonne mémoire, Les 5 capitalismes. Lui, il en a dénombré 5. Bon, mais moi je dis, il y en a deux dominants. On peut en dénombrer une douzaine dans le monde aujourd'hui. Il y a de capitalismes différents. Mais il y en a deux extrêmement typés et différents, financiers à l'américaine et industriels, entrepreneurial à l'allemande japonaise. Lequel voulons-nous? On a le choix. Et les deux sont complètement différents. La bourse, par exemple, ne fonctionne pas de la même façon dans le capitalisme financier et dans le capitalisme industriel. La bourse à Francfort, à Tokyo, à Stockholm, en Norvège, etc., ne peut pas faire de la spéculation infinie, ne peut pas faire de produits dérivés, de produits toxiques comme ils veulent. Le système bancaire est extrêmement cloisonné et diversifié pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ceux qui font des assurances font de l'assurance, ceux qui font de l'épargne font de l'épargne, ceux qui font de l'investissement font de l'investissement, ceux qui font du commercial font du commercial, ceux qui font de l'international font de l'international. C'est très cloisonné, très réglementé, alors que dans le capitalisme financier, tout est mélangé. Banque d'épargne peut faire de l'assurance, peut faire des produits dérivés, peut faire des produits toxiques, peut faire ce qui fait que, à force de pouvoir spéculer et faire des produits toxiques, et notamment par la bourse, de spéculation de type capitalisme financier, on en arrive à créer des bulles, comme celle de 2008, qui finissent par éclater.
Et on a comme ça, dans le capitalisme financier, régulièrement des bulles qui éclatent. On a eu 1930, on a eu 1998, on a eu 1987, on a eu 1980, on a eu 2007, on a eu, etc. Pardon, 2001-2002, on a eu, etc. Bon, donc, alors que dans le capitalisme industriel, il n'y a pratiquement jamais de crise. Ou alors des crises conjoncturelles qui ne font pas beaucoup de dégâts, qui passent très vite. Eh bien, parce que dans ce modèle-là, dans le capitalisme donc, industriel, entrepreneurial de type allemand, japonais, coréen, etc., le financement des entreprises n'est pas fait par les bourses, il est fait par les banques. Et quand le financement des entreprises est fait par les banques, il n'est pas victime ou soumis à la spéculation. Parce que l'intérêt des banques, c'est que les entreprises fassent bien ce qu'elles font, de façon prudente et de qualité, innovante, etc., et que la banque gagne sur le long terme, sur l'intérêt du financement qu'elle accorde à l'entreprise. Alors que quand le financement se fait par la bourse, comment on gagne? On gagne par la spéculation. Et si les actions, par exemple, de General Motors aujourd'hui valent 10 ou 20 $, celui qui possède des actions de General Motors dans les bourses du système du capitalisme financier, ce qu'il veut, c'est que du jour au lendemain, son action passe de 20 à 200 $. Et là, il va utiliser des mensonges, il va utiliser des fausses annonces, il va utiliser des fausses nouvelles, il va utiliser des bobards, n'importe quoi pour manipuler la valeur de l'action à la bourse, ce qui est impossible dans le capitalisme industriel parce que, à la base, il y a une loi allemande qui interdit de distribuer des dividendes d'une entreprise qui dépasse la valeur réelle comptable de l'entreprise. Donc, il est impossible de spéculer, en tout cas pas de façon infinie, sur les actions de Daimler-Benz, de Sony, de Toyota, de Ikea, de Volvo, de ce genre d'entreprise, parce que si vous vous mettez à spéculer, vous faites dépasser l'ensemble des dividendes ou l'ensemble des valeurs des actions distribuées, la valeur de ces ensembles, vous lui faites dépasser la valeur réelle de l'entreprise, ce qui est interdit par la loi. Alors, comment gagnent les actionnaires de ces pays-là? S'ils ne gagnent pas sur la spéculation, ils gagnent sur la capitalisation de l'entreprise. Alors là, je vous demande de remarquer à quel point c'est intelligent et efficace. Ils gagnent sur la capitalisation de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, si j'achète des actions de General Motors et je boursicote dans une bourse du capitalisme financier, je vais gagner peut-être vite, je vais perdre tout aussi vite, je peux perdre tout aussi vite que je gagne, beaucoup, autant en gain qu'en perte, mais par pure spéculation. Et donc, si c'est par pure spéculation, mon intérêt, c'est que le profit apparent de l'entreprise soit le plus élevé possible. Ce qui fait que les actionnaires se mettent à pousser les patrons à licencier. Parce que plus vous licenciez, plus vous faites de réingénierie, de restructuration, de fusion-acquisition, plus vous limitez le nombre d'employés, plus vous pouvez transformer de la masse salariale en profit, artificiellement, et cette masse salariale que vous transformez en profit vient gonfler artificiellement la valeur des actions. Et les actionnaires gagnent là-dessus. Et ça, c'est de la pure spéculation. Et en plus d'être la spéculation, ça élimine dans l'entreprise de la main-d'œuvre qualifiée, des gens qui ont d'expérience, parce que ce sont les plus anciens qu'on met à la porte en général en premier. Alors que dans le capitalisme industriel, l'actionnaire, lui, il gagne sur la capitalisation de l'entreprise puisqu'il ne peut pas spéculer. Qu'est-ce que c'est la capitalisation de l'entreprise? La capitalisation de l'entreprise, c'est la valeur qu'acquiert l'entreprise avec le temps. Les immeubles qu'elle possède, les terrains qu'elle possède, les machines qu'elle possède, la technologie mise en place, la recherche, développement en technologie, la qualification des employés, la qualité du produit, c'est tout ça qui fait que l'actionnaire gagne. Donc cet actionnaire, il va faire des pressions
sur le patron, non pas des pressions qui le poussent à licencier ou à spéculer ou à faire transformer du salariat en profit artificiel, il va le pousser au contraire à embaucher le plus possible. Regardez, aujourd'hui, l'Allemagne embauche. L'Allemagne recrute, pendant que toute l'Europe licencie, pendant que l'Amérique licencie, pendant que l'Angleterre licencie, le Canada licencie. Alors pourquoi l'Allemagne recrute? Non seulement il vous recrute, et si vous êtes espagnol ou portugais ou je ne sais quoi, il vous recrute, il vous paye un salaire d'ingénieur, enfin de votre diplôme, et il vous donne une année pour apprendre l'allemand, pour pouvoir fonctionner dans leur système. Comment ils font? La Scandinavie aussi. La Scandinavie recrute, mais non seulement recrute, mais la Scandinavie importe de la main-d'œuvre immigrée le plus haut taux d'immigration par habitant ou de réfugiés politiques, par habitant suédois par exemple. Et pendant 3 ans, ils les forment, ils leur donnent des bourses, ils leur donnent des salaires, gratuitement, des logements, tout ça, etc. Parce qu'ils disent, au bout de 3 ans, cet immigrant turc ou marocain ou algérien ou tunisien ou javanais ou peu importe, une fois qu'il a appris le suédois, qu'il a appris le modèle suédois, qu'il a acquis, il a déjà un diplôme en général du pays dont il vient, qu'il a acquis comment utiliser son diplôme en Suède, ça devient une valeur économique pour la Suède. Alors qu'ailleurs, on considère l'immigration comme un coût, comme le salariat, comme l'employé. On considère que c'est beaucoup plus un coût qu'un atout ou un actif. Non. Dans le système du capitalisme industriel, entrepreneurial, on considère l'employé et l'immigrant comme un actif qu'il faut valoriser. Et une fois qu'on l'a valorisé, il devient productif et il nous rend ce qui nous a coûté beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc, voilà la différence entre les deux. Et une petite différence pour terminer de niveau plus micro. Vous comprenez bien que dans le capitalisme industriel entrepreneurial, le point de vue qui domine, ce n'est pas le point de vue du financier comptable, c'est le point de vue de l'ingénieur, du technicien. Parce que la mission de l'entreprise, ce n'est pas how to make money, c'est how to make, si on prend Mercedes par exemple, ou Volkswagen, c'est how to make good cars. Comment faire des bonnes voitures. Or, quelle est la personne dans l'entreprise qui sait comment faire des bonnes voitures? C'est l'ingénieur, ce n'est pas le financier. Donc le point de vue dominant, c'est le point de vue de l'ingénieur. Et c'est l'ingénieur qui domine et qui dirige, et qui dit aux financiers et aux comptables, je vais améliorer Mercedes, je vais améliorer Volkswagen, mais ils me font tel budget. Et le financier fait le chèque, il obéit. Dans l'autre capitalisme financier, c'est l'inverse. Le financier comptable dit à l'ingénieur, moi je n'ai que ce budget, les actionnaires veulent tant de dividendes, il ne me reste que ça, alors tu me fais une voiture qui ne peut se faire qu'avec ça. Et tu te débrouilles. Alors, ça ne va pas, on ne pourra jamais améliorer. Alors, une différence entre les deux, pour parler de systémique, il faut savoir qu'en moyenne, en Allemagne, Japon, Scandinavie, Corée du Sud, il y a 15 à 20 fois plus d'ingénieurs, de techniciens, de mécaniciens, etc., que d'avocats, de financiers, de comptables et de diplômés en gestion qu'en Amérique. Donc ça vous donne l'idée de deux systèmes, de deux sociétés systémiquement très différentes. Alors, sur le plan plus micro, que je vais développer dans une autre capsule, dans le modèle sphérique de type entrepreneurial, nippo-rhénan, Allemagne, etc., le management fonctionne par comité. Cercle de qualité, comité de codécision, comité de codétermination, partout. Depuis l'atelier jusqu'à l'organe qui fait la stratégie d'entreprise. Partout. Des comités, ça se parle, des réunions, depuis la base jusqu'au haut de l'organisation. Dans l'autre capitalisme, dans l'autre type de management que j'appelle traditionnel ou de capitalisme financier, eh bien, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de comité, il n'y a que des réunions au sommet de temps en temps entre très hauts technocrates, très hauts diplômés,
qui s'imaginent tout savoir et qui imaginent être les seuls à tout savoir, et le reste qui est là, silencieux, et qui doit obéir et appliquer des plans qui très souvent, au bout de 6 mois, sont déjà dépassés par les Allemands, les Japonais et les Coréens. Fin de la 3e capsule.